Bon, allez, j'essaie de faire un montage, je couperai le début. Ça fait mal malade. Moi, Non, ça. Nassera et l'enfant du soleil, enfin ma chaîne YouTube Nassera et l'enfant du soleil, qui s'est découverte progressivement et qui va encore se découvrir, puisque nous sommes tous en perpétuelle évolution, à presque mort à l'accouchement de ma dernière. Avant cet accouchement, j'étais déjà dans une transformation parce que j'avais quitté, on va dire, toutes mes anciennes croyances, l'ancienne éducation qu'on m'avait donnée, qui ne me parlait pas. J'étais le petit mouton noir de la famille. Sur une grande fratrie, on se demandait tout le temps pourquoi je pose trop de questions, pourquoi je ne m'adapte pas, pourquoi je cherche à comprendre. Et on me disait, si Dieu a dit ça, il faut accepter et rien d'autre. Et moi, c'était plus on me disait, il faut accepter, je disais, non, je ne suis pas d'accord, je veux comprendre. Donc, j'ai toujours été celle qui se mettait dans un coin et qui je disais pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais là, à quoi je sers. Comme si au fond de moi, je savais déjà que c'était pas vraiment ma place ici, pas ma place en tant que celle qui devait se soumettre aux dictats de la religion, les parents, l'école, la société et tout ça. J'avais beaucoup de mal. Et puis, tout doucement, les événements dans ma vie m'ont poussée à, à quitter tout ça et à essayer de découvrir qui je suis. Et c'est passé par des divorces. Il y a eu un premier divorce, mais mon premier mari est décédé. Il y a eu un deuxième divorce d'un mariage forcé. Et c'est là que j'ai décidé de reprendre ma vie en main, hein. Et puis ensuite, 13 ans plus tard, parce que je suis restée très longtemps toute seule, j'ai rencontré Arnaud, un Français, là où je me suis dit je vais aller griller en enfer. Et bien c'est là que ma vie a complètement changé parce que j'avais quitté en plus entre-temps aussi la religion et je continuais mon cheminement de quitter à chaque fois tout ce qui résonnait plus avec moi, tout ce qui parlait plus avec moi et tout en continuant à apprendre à me connaître et en réalisant que depuis que j'avais tout quitté, ma vie allait beaucoup mieux parce que j'apprenais à me respecter, j'apprenais à me choisir, j'apprenais à me prioriser. Et puis, crescendo, avec Arnaud, on a eu des enfants, enfin deux petites puces, et 13 ans de bonheur avec lui. Et la période de Covid, comme beaucoup, m'a éveillée encore à autre chose, où je me suis dit, non, maintenant, je veux savoir qui je suis quand je ne suis pas l'épouse de quelqu'un, quand je ne suis pas la mère de quelqu'un, quand je ne suis pas la sœur de quelqu'un, quand je ne suis pas l'enfant de quelqu'un. Et me rappeler tout simplement pourquoi je suis là. Et là, j'ai compris que Nassera, c'était juste une incarnation, même s'il y avait déjà des prémices avant, mais c'était encore plus flagrant de me rappeler que j'étais, on va dire, un être divin une expérience que j'appelle une matrice divine. Et tout doucement, j'ai réalisé qu'à chaque fois que je pensais à quelque chose, je le créais. Et voilà, ma vie a commencé à prendre un nouveau tournant. Mais c'est surtout quand j'ai encore plus réalisé que c'était moi qui étais aux commandes, là, j'ai même bloqué ma vie parce que j'étais plus dans une attente de «Ah, mais oui, mais si je peux créer ça et je peux avoir ça», eh bien, c'est devenu plus compliqué parce que j'ai dit maintenant que je prends le volant, il fallait que j'apprenne à utiliser les boutons, les manettes, les bidules, les trucs. Et là, on va dire que je suis en plein dans l'expérimentation de quand je suis, donc je suis ma part divine. Et bien maintenant, c'est à moi de découvrir le vrai mode d'emploi pour vivre cette incarnation pleinement. Voilà. Je ne Oui, sais pas mais si je vais bien dire, c'est en raccourci. oui, là, tu nous as fait un raccourci, effectivement, de quand tu as commencé à prendre les rênes de ta vie à aujourd'hui. Effectivement. Mais j'aimerais que l'on vienne sur tes tout débuts, c'est-à-dire comment est-ce que tu as, à un moment donné, décidé quel a été le point de non-retour qui t'a motivé, en fait, à quitter ton environnement de départ, en fait, tes bases, c'est-à-dire ton, Ah,
ta culture, j'ai envie de dire, Bah, d'une certaine de toute manière. façon, il y avait déjà comme beaucoup de cultures, parce que je vois qu'il n'y a pas que chez les Maghrébins, c'est la fille aînée, c'est celle qui seconde la maman. Et comme moi, j'avais une maman qui était très absente, bah, j'étais devenue ce que j'appelle, comme je dis dans mon livre, la Conchita, quoi. Et c'est là que je réalise que bah, on te fait vivre ce que tu permets. Donc moi, je disais pas non, parce que j'étais terrorisée par ma mère, qui me battait quand j'étais enfant, donc elle me faisait vraiment très très peur. Et j'obéissais. Et quand tu dis que tu as tous les frères et sœurs qui foutaient la pagaille dans la maison, c'était à moi de gérer. Alors de temps en temps, on faisait les filles ensemble, on préparait les repas, les trucs comme ça. Mais comme ma maman m'a sortie de l'école quand j'étais en 5e collège, sachant que j'avais redoublé 3 fois, tellement j'avais du mal même avec l'école. De toute façon, même quand je rentrais de l'école et que j'avais des devoirs à faire, c'était va te mettre en pyjama et viens m'aider. Moi, je dis maman, j'ai des devoirs. Je m'en fous, tu te mets en pyjama, tu viens en cuisine. Donc, Donc, en fait, j'ai jamais eu à faire la les. priorité à ce moment-là. Pardon? C'était pas du tout la priorité de ta Ah non, maman. pour elle, Pas c'était tu sais lire, tu sais écrire, c'est le plus important. Et de là, elle m'a sortie du collège en 5e. Puis de toute façon, avec les 3 redoublements, je ne sais même pas si j'aurais pu aller plus loin. Alors que j'adorais la langue française, j'apprenais toute seule après, en regardant les films. Dès que j'entendais un nouveau mot, j'allais regarder dans le dictionnaire ou quand j'adorais lire. Jusqu'à maintenant, j'adore lire. Et dès que je voyais un nouveau mot, tout de suite, et maintenant avec le téléphone, c'est sur Google, ouais. signification. Donc, comme c'était une forme de prison. C'est mes sœurs continuaient à aller à l'école, mes frères allaient à l'école, et moi j'étais celle qui devait gérer à la maison. Tu étais Et la seule à être complètement déscolarisée, du coup. j'avais complètement déscolarisée. J'avais donc, j'avais eu mes 16 ans, je me rappelle. Et puis j'ai trouvé ça terrible de rester enfermée à la maison et d'avoir juste cette vie. J'en ai même fait des cauchemars pendant plusieurs années, jusqu'à encore il n'y a pas très longtemps. C'est quand j'ai décidé de quitter Arnaud, donc celui avec qui je suis restée 13 ans, que j'ai eu les 2 petites puces. Quand j'ai décidé de quitter Arnaud et de dire adieu à ma mère en 2019, je lui ai dit que je l'aimais, que je la remerciais pour tout ce qu'elle m'avait apporté, même si elle m'avait battue, humiliée, rabaissée et tout. Je lui ai dit, c'est pas grave, ça m'a fait devenir la femme que je suis aujourd'hui. Et puis, bon, je trouve que la résilience, ça fait du bien parce que tu restes pas avec ce poids de la colère en toi. Je me dis, après tout, je sais pas ce qu'elle a vécu, elle, pour en arriver là, à me détester, euh, alors, je sais que je pars, j'ai des digressions, mais en général, j'arrive à revenir, hein. Oui. Donc, j'ai pas voulu rester avec cette colère, cette haine, déjà parce que c'était lourd, c'était pas agréable. Et je lui ai dit, je te remercie pour tout ce que tu m'as apporté, pour le bon comme le mauvais, même si, avec le recul, le mauvais, je réalise que c'est moi qui lui ai permis aussi. J'ai jamais su me positionner vis-à-vis d'elle, parce qu'elle me terrorisait. Elle avait juste à me regarder, je faisais pipi sur moi pour dire à quel point elle me terrorisait. Oui, il avait une Et prise sur toi. ah oui, oui, oui. Et puis, comme elle profitait de l'absence de mon père, qui était tout le temps en déplacement, elle avait vraiment, on va dire, elle pouvait y aller à cœur joie, hein. Et le moment où je lui ai dit c'est terminé, j'ai décidé de terminer avec tout ce qui me donnait une impression, une sensation d'être emprisonnée. Le cauchemar a cessé. Le rêve où à chaque fois je me revoyais chez ma mère en mode Conchita, l'esclave de la famille, ça me réveillait. Je me dis, j'en peux plus de rêver de ça. Au moins une fois par semaine, je rêvais que j'étais chez moi, que je ne pouvais pas sortir. Même quand j'avais mes enfants, parce que j'étais mariée une première fois, j'étais chez elle encore, j'avais pas le droit de sortir pour faire les courses pour mes enfants. Et ensuite, bon, bah, très vite, ça s'est mal passé avec le premier mari. C'était un mariage de 3 mois. Il m'a battue, il m'a envoyé à l'hôpital et là, j'ai dit, c'est terminé, on arrête. Il est mort un peu après. Juste après le divorce arrivé, lui, il était déjà mort. Et je lui ai pardonné entre-temps, parce qu'on s'est parlé au téléphone juste quelques temps avant qu'il quitte ce monde. Et je voulais pas qu'il s'en aille avec ça. Je lui ai dit, c'est pas grave, parce qu'à l'époque, j'avais déjà compris que je lui avais permis ça, c'était à moi de. Voilà. Et puis, bah, c'est là que ma mère m'a mariée avec quelqu'un d'autre en me disant, mais maintenant que tu n'es plus vierge et que tu as un enfant, tu vaux plus rien, donc vaut mieux que tu te maries avec des sans-papiers. Donc, elle m'a mis avec un sans-papier. C'était un dimanche matin. Elle appelle mon père pour dire Diana sert à se préparer. Cet après-midi, je ramène quelqu'un. Et on a fait un mariage coranique.
Et là, elle m'a mariée. Donc, le matin, j'étais célibataire. Le soir, je dormais avec un homme que je connaissais pas. Et j'ai pas su dire non parce que quand je lui ai dit maman, je veux pas, elle m'a dit si tu veux pas, tu prends ta valise, tu prends ta gamine et tu fous le camp. Quand je rentre, t'es plus chez moi. Et comme à l'époque, je connaissais pas les assistantes sociales, je connaissais pas les foyers, eh ben, j'ai juste été me raser les jambes. J'ai pris ma douche, elle est venue avec des femmes, avec des robes qui étaient même pas à ma taille, parce qu'à la base, c'est des robes qui étaient prévues pour une autre femme qui devait se marier avec ce monsieur. Et apparemment, il avait déjà foutu le bazar là-dedans, elle a annulé. Et moi, j'étais le plan B. Attendez, en fait. Donc, j'en ris, hein, parce que tout ça, je me dis, c'est vrai que j'ai pris un recul. C'est comme ça aussi que c'est dit dans mon livre, parce que c'est une copine qui m'a aidé à l'écrire, parce que moi, de moi-même, je n'aurais pas su faire une espèce de biographie. C'est que je raconte mon histoire, c'est un petit peu comme si c'était deux copines autour d'un verre de thé. On discute et puis elle, elle a tout enregistré pour tout retaper après. Et à chaque chapitre, elle en dégage l'enseignement que j'ai moi-même acquis à travers toutes ces expériences. Donc, c'est vrai qu'avec le recul, je vois que je le réalisais pas. Il a fallu qu'elle mette le doigt dessus pour que j'en prenne conscience. C'est que, et jusqu'à maintenant, je le fais, surtout depuis que j'ai vu mes blessures émotionnelles qui viennent de tout ça, hein, tout ce que j'ai expérimenté, c'est que des fois, j'ai une facilité, alors je dis bien des fois, comme si j'étais à l'extérieur de tout ça et que j'observais la scène. Et du coup, c'est là que c'est plus facile d'être dans la résilience parce que je vois la scène du point de vue de l'âme en me disant, allez, c'est une incarnation, c'est un jeu, vis le truc comme tu peux, essaye de te débarrasser de tout ce qui te convient pas, libère-toi de tout ce qui te tracasse, de tout ce qui te fait du mal, de tout ce qui ne t'épanouit pas. Et garde, comme un enfant qui voudrait jouer seulement avec les jouets qui l'amusent et puis les jouets qui pincent les doigts et les jouets qui l'électrocutent, ben, il les met de côté. C'était un Oui, peu ça. généralement, moi je me souviens ça. Généralement, je le faisais quand vraiment j'avais aucune prise en fait sur ce qui se passait. Quand on n'a aucun pouvoir, à ce moment-là, on se dégage et on observe les choses en se disant, OK, de toute manière, c'est que passager. On regarde ce qui se passe, on attend Voilà. que ça se passe, ça ne va pas durer. Et on est vraiment en position d'observation, quoi. On Ouais, se mais quand détache. je pense à l'époque, j'avais pas encore cette maturité d'esprit. C'était juste, je m'extériorisais Mhm. et ensuite c'était, ah oui, d'accord, j'ai réalisé que quand je fais ça, ça fait ça. Et quand je fais comme ça fait ça. Et quand je fais ça fait ça. Donc, il a fallu qu'à un moment donné, je me dis, ça peut plus durer. Alors déjà, le premier mari, quand il m'a battue, il l'a fait qu'une fois, hein. Il m'a envoyée à l'hôpital. J'étais enceinte en plus, je le savais même pas. Et ah si, je le savais parce que quand ils ont voulu me faire une échographie, j'ai dit, je suis enceinte. Si, si, je me rappelle de ça. Et j'étais j'avais déjà vu des films avec des femmes battues. Et lui, il a pleuré, il m'a dit, Nassara, pardonne-moi, je recommencerai plus. J'ai dit, Abdelaziz, tu l'as fait une fois. C'était déjà une fois de trop. Et à l'époque, je me rappelle que je parlais déjà comme ça. J'ai dit, je ne suis pas venue sur Terre pour ça, je n'ai pas signé pour ça. Mais sans en prendre le recul. Et je me rappelle que, bah, comme j'avais plus le droit de sortir, de toute façon, très tôt, j'avais plus le droit de sortir, euh, j'observais les gens par la fenêtre. Là, tout ça, je le dis dans le livre. J'observais les gens par la fenêtre. J'adorais observer les gens. Et j'ai pas changé, j'adore observer les gens. Je disais déjà, j'adore les humains. Mhm. J'adorais leur mode de fonctionnement, leur façon de penser. Alors, quand il y en a qui me faisaient peur ou qui me faisaient mal, j'allais pas dire que je les aimais, mais je les détestais pas non plus. Je sais pas comment expliquer. C'est comme si j'avais une forme de sagesse. Oui, une fascination en fait pour l'humain dans sa façon de se Voilà, c'était déplacer, déjà, de je peux pas s'adapter. leur en vouloir parce que je sais pas pourquoi ils font ça. C'est qu'ils ont peut-être vécu quelque chose de dur pour me faire vivre ça à moi. Donc à Mhm. chaque fois, j'étais tout le temps à chercher, oh les pauvres, ils ont vécu ça, peut-être, ou peut-être ci, ou peut-être ça. Donc c'est pas leur faute. Alors, je coupais quand même, hein. Donc, pardon? C'est le cas en fait, ce qui est vraiment le cas en fait. Les personnes sont ce qu'elles sont par rapport à des vécus, des mémoires qu'elles ont. Donc Voilà. effectivement, on ne peut pas en tenir. Donc, Abdelaziz m'a battu qu'une fois, je lui ai dit non, c'est fini. Et là, j'ai demandé le divorce. Et bon, après, je ne vais pas m'étaler parce qu'il y a tout un chapitre par rapport à ça dans le livre. Et puis, donc après, donc, le mariage forcé avec l'autre. Et puis, alors je ne donne pas les noms, il n'y a que Abdelaziz parce qu'il est dans le livre et que j'ai mis sa photo parce qu'il a quitté ce monde.
et que je lui avais pardonné de toute façon. En vrai, j'ai pardonné à tous ceux qui m'ont fait du mal, hein, parce que je même tous mes ex, je suis restée amie avec eux, hein, plus ou moins. Même celui que ma mère m'a obligée à épouser, qui a été une sacrée crapule avec moi. Mais pourquoi il était une crapule? Parce que c'était encore moi qui permettais. J'étais la petite Nacera toute, oh là là, dès qu'on me crie, je pleure. Tu sais, j'étais la Calimero. Mais oui, mais en même temps, tu avais été conditionnée à être comme ça. Tu étais déjà sous l'emprise de ta mère. Donc, c'est difficile Voilà. après de s'imaginer être complètement forte et autonome face à quelqu'un. Et ben, c'est quand je lui ai dit, j'en ai marre, je lui ai donné 3 fois sa chance. Et après, j'ai dit, non, cette fois, on divorce. Je dis, j'en peux plus, j'en ai ras-le-bol. Je dis, je mérite pas cette vie-là. Donc, j'ai divorcé encore une fois. Mais tu as été résiliente combien Et, d'années? pardon? Tu as été résiliente combien d'années? Alors, la première fois, je suis restée 7 mois avec lui. Et quand je l'ai quitté, j'ai su 3, 4 semaines après que j'étais enceinte. Je dis, non, c'est pas vrai. J'ai voulu me faire avorter. Et de là, j'ai mes beaux-frères qui me disaient, non, non, c'est pas bien maintenant que l'embryon, je sais plus comment ils m'ont dit, ça y est, il est là, donc c'est déjà un être vivant péché. Et comme à l'époque, j'étais encore dans l'islam et tout ça, je faisais encore même les 5 prières par jour, le ramadan. J'ai dit, bah alors je vais pas tuer cet enfant. Et alors, c'était un fils. Et sur 5 enfants, j'ai 4 filles et un fils, et c'était Jamel. Et là, j'ai dit, bah non, alors je vais pas me faire avorter. Je dis, par contre, dès que j'accouche, je ne veux pas de lui. Je dis, il est hors de question que je sois la maman d'un homme qui, dans quelques années, va faire du mal à une femme. J'étais contre les hommes à l'époque. Je me visualisais souvent avec tu sais, des grenades comme ça en train de jeter dans des cafés où il y a plein de mecs, en visualisant tu sais, les mecs qui sautent en l'air. J'ai longtemps détesté les hommes, longtemps détesté les hommes. Oui. Et bah, déjà rien que, comme je le dis dans mon livre, avec les abus que j'ai connus, les abus sexuels et tout ça, j'avais du mal à trouver ma place dans tout ça, entre la religion, entre le dictat de ma mère qui avait un masculin sacré très prononcé, qui portait le pantalon à la maison, et bah, comme on dit, hein, qui portait la culotte, ou je sais pas comment on dit là. Et puis bah, le grand frère, celui qui était juste avant moi, parce que moi je suis le deuxième enfant, mais la première fille, qui lui aussi me donnait des ordres et était terrible avec moi. Donc tout ça a fait qu'un jour, tout ça, j'en peux plus, j'en ai ras-le-bol, il faut que ça s'arrête, je veux être libre. Et ben pour être libre, je m'étais remise avec le père de mon fils. Et là, on est resté, je crois, 3-4 ans ensemble. Et je me suis dit, Nacera, c'est pas possible, tu peux pas. Tu peux pas vivre ça, c'est pas normal. C'est pas normal que tu subisses autant de choses comme ça. Tu mérites pas. Et des fois, je Quand dis, tu ouais, dis que tu as décidé de vouloir être libre en te remettant avec le père de ton fils, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu vivais chez tes parents, chez ta mère? j'étais chez ma mère. Et D'accord. ah oui, tu as bien fait de le préciser. Tu vois, des fois, c'est tellement normal pour moi que j'oublie. J'arrivais pas à partir de chez ma mère. Là, j'avais 2 enfants. Je dormais dans la même chambre que mes 2 enfants. Et je suis allée voir une assistante sociale qui m'a aidée. Je me rappelle, je suis passée d'un hôtel. Je suis restée un mois à l'hôtel parce que c'était une partie l'État qui payait, une autre partie, c'était moi. Ça a duré un mois et ils m'ont trouvé un appartement, un petit appartement tout rénové. C'est même là que j'ai compris, mais parce que c'est vrai que je ne le dis pas, parce que quand j'étais enfant, j'entendais des voix de l'autre monde. Et ma mère, elle m'a fait peur quand je lui ai dit, je dis, maman, c'est bizarre, j'entends tout le temps des voix, mais il n'y a personne, je suis toute seule dans la chambre. Et ma mère m'a dit, ne réponds pas, ce sont les genoux. Donc, Oui. j'ai dû avoir peur et j'ai bloqué quelque chose. Et de là, c'est seulement quand je suis venue habiter dans cet appartement et que bah, j'avais mes 2 enfants, je me suis remise avec lui pour que ma mère accepte de me laisser partir de la maison. Parce qu'elle m'a dit, tant que tu n'es pas mariée, tu n'as pas le droit de quitter C'est la bien que famille. tu le précises, tu vois, parce qu'en fait, tu as Voilà. vécu chez ta maman pendant un temps C'est et vrai, mais ensuite, c'est vrai. Dans mon tu es livre, tout autorisé. est tellement logique dans ma tête que j'oublie de préciser. Ouais, Désolée. mais tu vois, c'est un point important parce qu'en fait, dans cette culture-là, on se donne le droit de quitter la maison que si on part Les mariés. Voilà. avec un mari, en fait. On Donc, s'autorise j'avais pas à le droit. partir de J'avais la pas le maison droit. Mm. sans mari. On a l'impression qu'on n'en a pas le droit et du coup, on ne se donne pas le droit de le faire. Donc, Et même si si on tu rentre, avais une situation difficile avec ton second mari, tu as quand même pris la décision de partir de chez ta maman. bah, c'est Mais parce qu'elle voulait plus me marier. Elle faisait que de me présenter des hommes, dont une fois, elle m'a présenté un homme qui carrément faisait grand-père pour moi. ouais. Déjà, moi, j'ai jamais fait mon âge.
Enfin, c'est ce qu'on me dit. Alors, je répète ce qu'on me dit. Comme maintenant, j'ai 55 ans et on me dit tout le temps, tu fais pas ton âge. Bon, c'est vrai qu'on dit ça à beaucoup de femmes. Alors, je me dis, c'est peut-être une technique de drague. Et là, je me dis, à l'époque, je faisais pas mon âge et même les femmes me disaient, je faisais pas mon âge. Et ben, j'avais 22 ans. Elle a voulu me marier avec un homme qui était beaucoup plus vieux que moi. Et je me rappelle, on avait fait le baptême d'un des enfants de ma sœur. Et le monsieur a voulu donner une pièce, un billet pour le bébé. Et il a dit à un enfant, donne ça à Nacera, c'est pour sa sœur, pour le bébé. Et l'enfant vient en disant, c'est toi Nacera? Je dis oui. Il dit, tiens, il y a ton grand-père, il a donné ça, il veut que tu donnes l'argent à ta sœur. Et je dis, mon Dieu. Je dis, mon Dieu, je dis, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et là, le lendemain, je dis à ma mère, maman, je veux pas me marier avec lui. Elle a pété un plomb. Elle a pété un plomb. Et là, elle m'a dit, j'en ai ras-le-bol, j'en ai ras-le-bol. Et c'est là qu'elle a trouvé ce mec elle m'a dit, c'est où tu l'épouses ou tu fous le camp. Voilà. Et lui, il avait 50 plus que moi. Là, j'ai dit le prénom. C'est pas grave, c'est pas tout à fait ça. Et donc, de là, puisque je pouvais pas partir de la maison, parce qu'entre-temps, donc je l'ai quitté, j'ai attendu qu'un jour ma mère soit pas là, je dis fous le camp. Lui me dit pourquoi je fous le camp? Je dis dégage de là, je t'aime pas, c'est ma mère qui m'a mariée avec toi. Fous le camp, je ne veux pas de toi. Et je me rappelle qu'il m'a dit mais tu me fais pleurer dans mon cœur. Je dis bah va pleurer dans ton cœur ailleurs. Oh, j'étais cruelle avec les hommes avant, j'étais très cruelle. Maintenant plus du tout. Mais enfin, faut pas qu'on me drague. Tu avais des raisons de l'être à l'époque, puisque finalement, c'était comme si on vendait du bétail, quoi. Donc, c'était à vivre aussi. À l'époque, la situation. Mes frères et moi, c'était ça toque à la porte et on nous demandait en mariage. Et ma mère était fière de nous parce qu'on parlait de nous dans tout Reims. C'est oh, allez voir les filles à Zakia, oh là là, ce sont des bonnes gamines. Elles n'ont pas le droit de sortir, elles parlent pas avec les hommes, c'est des filles sérieuses, c'est des filles bien et tout. Allez la voir. Donc c'était le manège toc toc. On voudrait voir vos filles, vous avez des filles à marier. Et ben les mecs venaient puis ils venaient choisir une d'entre nous. C'est triste. Ouais, ça je sais plus si je le dis dans le livre, hein, je me rappelle plus. Et donc c'est. Donc tu as décidé de partir. Pardon? Et donc, tu avais décidé du coup de partir, de quitter ta maison. Eh ben, j'ai voulu quitter et c'est là que, comme entre-temps, je me rappelle que mon petit Jamel était né. J'ai fait le baptême. Non, c'était pas au baptême, c'était à Noël. Son premier Noël, parce qu'il est du 23 décembre. On a fait Noël et j'ai invité donc son père. Et il y a un de mes beaux-frères qui a dit, mais on n'est pas des Français, c'est quoi ça, des musulmans qui font Noël? Et lui, il m'a défendu. Il a dit, mais c'est rien, c'est pas parce qu'on fait Noël que ça veut dire qu'on est des Français. Et de là, je dis, on dirait qu'il a changé d'état d'esprit parce que quand on est en couple, c'était le bon musulman qui fait pas ça, ça c'est un péché, ça c'est grave, t'habilles pas comme ça, mais si, fais comme ça, fais comme ci, fais comme ça. Et là, ok. Et ensuite, je l'ai réinvité le jour de l'an. Et le jour de l'an, il y avait mon oncle, lui, il buvait de l'alcool encore à l'époque. Et on chantait, on dansait, on s'éclatait. Et ben lui, il dansait, il chantait avec nous. Je dis, ben, punaise, il a changé. Hein. Je dis, c'est fou, il a complètement changé. C'est plus le mec que ma mère m'avait obligé à épouser. Et là, je me suis dit, ben, au point où j'en suis, puisque ma mère ne veut pas que je m'en aille de la maison, ben, je vais me remettre avec lui parce que ma mère me répétait, maintenant tu as 2 gosses, personne ne voudra de toi. Oh, oui. Le premier, déjà, tu as un gosse, personne ne voudra de toi, il faut te mettre avec un sans-papier. Donc, elle m'a mis avec un sans-papier et j'avais un deuxième enfant. Donc là, elle m'a dit, avec 2 gosses, personne ne voudra de toi, c'est encore pire qu'avant. Donc, je me suis dit, mais je l'ai cru à l'époque, tu vois, les peurs. Toutes ces peurs. D'ailleurs, c'est toujours comme ça, on domine par la peur. Hein. On va appuyer là où ça fait mal, on va réveiller les peurs. Ah ouais, c'est pour ça qu'en ce moment, je suis en train de travailler sur toutes mes peurs. J'essaie d'éliminer toutes mes peurs le plus possible, en tout cas. Et bien, j'ai dit à ma famille, je dis, écoutez, il a complètement changé. C'est plus du tout le même mec que quand ma mère m'a mariée avec. Eh ben, je veux me marier avec lui. Et de là, ma mère a accepté que je m'en aille. Donc, hôtel, machin, et hop, l'appartement. Et ben, il s'est mis avec moi. Ça a duré 4 ans. Très vite, il m'a montré son vrai visage. Et je lui ai donné 3 fois sa chance. Et après, je lui ai dit non, c'est bon, j'en ai ras-le-bol. Fous le camp. Fous le camp. Et à cette époque, j'avais commencé à mettre le foulard. Parce qu'il y avait eu un mort dans la famille, un jeune de 13 ans. Et je me suis dit, ah non, non, non,
Je dis, moi, j'ai pas envie de mourir et de retrouver Dieu. Tu sais, à l'époque, c'était encore Dieu, un homme sur un gros canapé, un gros fauteuil plutôt. Et je dis, ah non, 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 je ne vais pas aller quitter ce monde et que Dieu soit en colère après moi. Donc, je mettais le foulard, je l'ai mis 2 ans. Donc, tu Et l'as mis sous la peur, en fait. Tu ne l'as sous la peur, pas mis avec sous une la peur que volonté Dieu ne m'aime pas. de punir. Voilà. Et du moment où j'ai décidé de quitter donc ce deuxième mari, j'ai dit tant pis. Je dis, je sais pas ce que je vais devenir. Sauf qu'entre-temps, je suis tombée enceinte, j'ai eu un troisième enfant. Et là, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais devenir? Je peux pas rester avec cet homme. C'est horrible, j'ai le droit à rien avec lui. C'est limite le droit de respirer, même dans la maison. Je pouvais pas m'habiller comme je voulais, sinon j'étais une bip, pour pas dire les mots. Même dans la maison, il fallait que je sois Ah, tu habillée. peux le dire. Tu veux parler du mot en 4 lettres? Ah bah, et j'étais une Tu pute. putes. Je me permets de le dire parce qu'en fait, dans notre culture, une jeune fille qui ne suit pas le diktat de sa famille, en fait, c'est souvent comme ça qu'on va la qualifier. Ah. Bah. Donc, je relance l'enregistrement parce qu'il y a eu une coupure suite au mot en 4 lettres. Bip. Voilà. Il a pas aimé. Il a pas aimé le mot. Visiblement ne devait pas être prononcé, mais que l'on a tellement entendu chacune de notre côté. Et, je pense que bien d'autres l'auront entendu énormément à chaque fois qu'elles avaient désiré faire des choses en lien avec leur énergie, avec leur façon d'être, simplement sans aucune arrière-pensée ni quoi que ce soit, mais bon. Donc, Je me souviens quand je mettais du parfum, quand j'étais avec lui, je mettais du parfum. Enfin, quand j'étais encore mariée à lui, il me disait, t'aimes du parfum? Je dis oui. Il dit, mais tu sais que c'est grave? Je dis, ah bon? Il dit, quand tu sors dehors, chaque homme qui sent ton parfum, c'est comme si tu avais couché avec. Alors moi, je fais, bah mince, j'ai rien senti. Là, il m'a fait comme ça, je dis, oh vas-y, frappe. Je dis, vas-y, on est en France. J'ai déjà porté plainte contre le premier, je le ferai avec le deuxième mari, hein. Et là, il a baissé sa main. Mais bon, quand on est parti en Algérie, il m'a montré son vrai visage. Et son vrai visage, il est encore pire que celui qu'il me montrait quand on était en France ensemble, quand on est parti voir sa famille. Et c'est quand je suis c'est vrai revenue que de... je Pardon? t'interromps là-dessus parce que j'ai pu constater effectivement que les hommes de notre culture, souvent, ont deux visages. Un qu'ils ont ici, qui est un petit peu plus passe-partout, et un autre quand ils sont au pays. Paradoxalement, on a l'impression que leur côté masculin se développe, se Ah, c'est dévoile, terrible. et il y a une grosse fierté qui se manifeste. C'est Mmh. assez impressionnant à ce moment-là que tu te demandes si on n'est pas un peu schizophrène quand même, parce Ah qu'il non, y a non, non, vraiment… parce que sa famille m'adorait. Sa famille m'adorait, franchement, tous ont été adorables avec moi. Enfin, tous, une bonne majorité, pour moi, les plus importants, ils ont été formidables avec mes enfants. Et eux-mêmes m'ont dit, mais comment tu fais pour rester avec lui? Et moi, je dis, j'en sais rien. Vous savez, la première fois, c'était ma mère. La deuxième fois, c'est moi qui ai fait l'erreur de retourner avec lui. Et je me suis dit, je vais être patiente. Alors, je rentre pas dans les détails parce que c'était 2 mois de vacances où il m'a montré son vrai visage. Il a été horrible. Tout ça, je le détaille dans le livre. Il a été horrible avec moi. Il a voulu même me prendre mes enfants. Il m'a dit, maintenant, t'es à ma merci. Fous le camp, dégage. Je veux plus te voir. Je garde les enfants et toi, tu fous le camp. Il dit, là, maintenant, tu es sur mon territoire. Tu peux plus rien dire. C'est ça, J'ai, j'ai- c'est sur mon territoire. Alors que, paradoxalement, les hommes qui sont au pays, ils ne sont pas comme ça. C'est paradoxal quand même. Ouais. Ma foi. Donc, de là, j'ai dit, allez, Nacera, tu vas être toute gentille, toute douce, toute sage. Tu vas tenir le coup jusqu'à ce qu'on rentre. Et dès qu'on est rentré en France, je suis partie voir l'avocate et l'avocate, elle dit, n'empêche que vous avez été patiente. Vous lui avez donné 3 fois sa chance. On a conclu, on a terminé le divorce. Elle est morte juste après l'avocate.
Même ça, c'était bizarre. Ça m'a rappelé mon premier mariage où j'ai divorcé, du moment où j'ai divorcé, le premier mari a quitté ce monde. Et la deuxième mari, je divorce et c'est l'avocate avec qui j'étais devenue amie qui avait quitté ce monde. Voilà. Enfin bon, tout ça pour dire que de là, je m'étais dit, je ne veux plus entendre parler des hommes. Je dis, je quitte tout. Et j'avais quitté le foulard, je quittais le mari. Et j'ai eu la chance parce qu'au même moment, dans une grande tour, là où il y a les manifestations dites paranormales qui ont commencé, pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Et puis, la tour, tout doucement, ils étaient en train de faire déménager tout le monde parce qu'ils allaient la détruire. Oui. Et là, moi, j'étais déjà dans, OK, je vais divorcer, OK, je vais apporter du changement dans ma vie, OK, je crois même que je vais quitter le foulard, je vais prendre ma vie en main et m'occuper de mes enfants. Et après, je dis, ouais, mais qu'est-ce que je vais devenir? Parce que là, du coup, j'ai pas de boulot, j'ai rien, je vais être à la rue avec mes 3 enfants. Et là, j'avais peur. Hein. J'ai dit, mais Nassera, tu vas pas continuer cette vie avec cet homme, c'est pas possible. Donc, il vidait tout doucement chaque étage. Et à la fin, il restait plus que nous dans la tour. Et j'ai eu un rendez-vous. Je dis, Madame Elal, alors j'étais toute seule. Je dis, Madame Elal, il faut que vous partiez parce que là, on est en fin d'année. Si vous restez là, on devra payer les impôts pour cette tour alors qu'elle doit être détruite. Et en plus, on est en train de payer le gardien pour vous et l'entretien de l'ascenseur pour vous. Parce qu'il y avait C'était les souvent des premiers pannes dans le monde. d'ascenseur. J'habitais au 9e étage. Et de là, je dis, vous savez quoi, monsieur? Je dis, je vous rends service et vous me rendez service. Je dis, voyez ce foulard là sur ma tête, il va dégager, je ne veux pas le garder. Je dis, cet homme là qui vit avec moi, il va dégager, je ne veux pas le garder. Je dis, et vous avez vu le quartier, c'était un quartier chaud. Et tous les gens qui habitaient dans la tour, il les remettait, les replaçait dans les quartiers chauds de Reims. D'accord. Et moi, j'ai dit, est-ce que vous êtes OK avec toute cette génération qui fout le bazar là dans la rue, qui vous casse les cabines téléphoniques? À l'époque, il y avait encore les cabines téléphoniques. Je dis, qui vous tague les magasins, qui cambriole les magasins, qui tabasse les pompiers quand ils arrivent, qui tabasse les médecins quand ils viennent et tout ça. Il a dit non. Je dis, vous voyez, j'ai 3 enfants, dont un fils. Je suis une petite dame. Je ne sais pas quelle taille fera mon fils. Et il est hors de question qu'il grandisse dans ce quartier et qu'il devienne celui qui dirige la maison. Prenne le relais. Voilà. J'ai dit, moi, je veux que mes enfants soient bien élevés. Je veux des enfants qui ne se fassent pas remarquer, comme leur maman. On sera discret. J'ai dit, à vous de vous débrouiller. Je dis, mais vous ne me mettrez pas à Croix-Rouge, euh, Wilson, Orgeval, tous les quartiers chauds de Reims. Je dis, vous vous débrouillez. Je dis, sinon, je ne pars pas. Et Donc, de là, c'est il ça me dit, c'est ce qui, en fait, c'est la situation dans laquelle tu étais, de l'observation que tu avais fait de ce qui se passait, qui t'a décidé, en fait, de trancher, d'aller faire autre chose, de vouloir autre chose, y compris pour tes enfants, mais certainement pas comme quoi, suivre le. tout est bien parce que tout nous amène quand même à. Et ce qui est drôle, c'est, je me rappelle que quand je suis sortie du bureau, je me suis dit, mais c'est qui a parlé? Parce que la Nacera que je connais, elle n'avait pas encore ce tempérament-là. J'avais pas encore les coronesses, quoi, tu vois. C'est qui a parlé? C'est comme si j'avais été habitée par un autre être. Et de là, le monsieur m'a dit, écoutez, Madame Hélène, j'ai quelque chose à vous proposer. Je vous donne rendez-vous demain, rue Buridan, à telle heure. Et bien, le lendemain, il me proposait un pavillon dans un petit quartier tranquille. Euh, c'est là que j'ai habité 13 ans. Je me suis occupée de mes enfants pendant 13 ans toute seule. Et j'ai des enfants remarquables, des enfants adorables, des enfants que vraiment tout le monde les adorait dans le quartier. Puis, ouais, on va dire que je fais du bon boulot. Et voilà, c'est là que ma vie a changé. C'est là que j'ai repris ma vie en main. J'ai trouvé un emploi. J'ai eu la maison. Et comme les APL, parce que j'étais maman seule avec 3 enfants, les APL étaient plus élevés que le loyer. Et ben le foyer et moi devait me donner le surplus. Donc je mettais ça sur le compte de mes enfants. Et plus tard, quand tu vois, quand il y avait l'argent de la rentrée scolaire, j'utilisais ce qu'il y avait à utiliser. Et le reste, je mettais sur leur compte. Et plus tard, je leur ai payé chacun leur permis, leur premier loyer, leur première batterie de vaisselle et tout tralala. Donc, tout ça, ça m'a permis d'apprendre à me connaître encore plus, parce que d'être une maman seule avec 3 enfants.
J'ai trouvé aussitôt un emploi où j'étais vendeuse en prêt-à-porter chez Camailleux. Et voilà, ma nouvelle vie s'était mise en place. Mais ce qui est beau, c'est que tu n'as pas décidé de reproduire le schéma familial. C'est-à-dire que tu as Non, décidé parce que j'aurais de pu avoir peur et rester avec le papa pour pas être dans la rue avec mes enfants. Et oui, après, j'ai dit tant pis. Parce que mais une fois que tu as décidé, excuse-moi de t'interrompre, mais une fois que tu as non, vraiment décidé de changer d'environnement, de prendre ce pavillon, tu as également décidé d'apporter une éducation, une instruction à tes enfants, mais complètement différente, de vraiment les accompagner et d'être peut-être plus ouverte finalement. voilà. Ah oui, oui, parce que quand on parlait du ramadan et tout, j'avais ma fille aînée qui me disait, maman, ça m'intéresse pas. Et je dis, bah écoute, fais comme tu veux. Je dis, tu sais, moi, je t'apprends ce qu'on m'a appris. Et sur le moment, je me suis dit, bah purée, ma gamine, elle est même plus fufute que moi, parce que moi, sur le coup, j'étais restée avec ramadan, prière, machin et tout ça. Je dis, elle, au moins, elle cherche sa voie. Et grâce à elle, c'est là que j'ai dit, bah moi aussi. De toute façon, j'arrivais plus à suivre entre, je rentrais, je devais m'occuper des enfants, les devoirs, les papiers à signer, les repas, le ménage et tout. Et puis la journée, j'étais au boulot. Et là, je me rappelle, j'avais la trouille. J'ai dit, bah écoute, Seigneur, je dis, moi, j'arrête les prières. J'arrive plus à suivre. J'étais trop fatiguée d'avoir tout à gérer en rentrant le soir. J'ai dit, j'arrête tout. J'avais déjà arrêté, j'avais déjà enlevé le foulard, hein. Mais là, j'arrêtais la prière. Et tout doucement, après, c'était le ramadan. Tu vois, c'est tout doux. Et là, je dis, mon Dieu, là, je suis sûre que je vais mourir. Là, le bon Dieu va m'envoyer la foudre et je vais griller comme une merguez sur le barbecue géant de l'enfer. Mais je Oui, me mais montais des films. c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que comme on est éduqué comme ça, avec cette peur en fait, c'est-à-dire que si on ne reste pas sur ce droit chemin, j'ai envie de dire entre Ouais. guillemets, eh bien en fait, il y a comme une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de notre tête qui dit, si jamais tu en dévies, il va t'arriver mais toutes les catastrophes de la planète. Ah, Donc du voilà. coup, tu as du mal à t'en Ah oui, détacher je faisais que de sans avoir pleurer, je peur qu'il ne vomissais. t'arrive Et je, et des broutilles en fait. Voilà. Et je me rappelle que je suis tombée très malade après. Je crois que j'ai fait 3 semaines une espèce de grippe. Et ma vie s'est quand même mise en place. Et puis, alors, je me rappelle que j'avais trouvé un emploi, je devais être 22 heures ou 25 heures chez Camailleux. Et pourtant, il y avait un mois, il y avait une prime sur les ventes. Il y avait un mois, c'était une prime, je ne sais plus sur quoi, j'arrive plus à me souvenir. Et le troisième mois, c'était j'arrive pas à me rappeler. Et à chaque fois, c'était un mois, il y a une prime sur ça, un mois, il y a une prime sur ça, un mois, il y a une prime sur ça. Et le mois d'après, prime sur ça, mois d'après. Et du coup, j'étais tout le temps payée comme si j'avais un SMIG de 35 heures. Alors que Oui, moi, c'est vrai. j'avais dit, je privilégie l'éducation de mes enfants parce que je voulais quand même une maman présente quand ils rentraient de l'école ou le soir en famille où on se mettait, des fois, tu sais, j'aimais bien leur mettre un film, surtout des histoires vraies, des films américains, pour qu'ensuite on fasse un débat. Ou alors on faisait des réunions de famille quand il y avait des fois où je rentrais fatiguée puis je me fâchais après eux alors qu'ils y étaient pour rien, les pauvres. Et ben, on faisait des réunions de famille pour que tout le monde puisse vider son sac. Et comme ça, chacun pouvait s'excuser ou expliquer son comportement et tout ça. Et j'aimais bien parce que du coup, je pouvais suivre leur évolution, leur mode de foncé, leur mode de fonctionnement, leur mode de pensée et leur mode de fonctionnement progressivement avec le temps qui passait. Ce qui est beau, parce qu'en fait, dans notre vue, enfin, dans la manière dont on a grandi nous-mêmes, il n'y avait pas il y avait pas cet espace de parole, en fait. Il n'y a pas cet espace de parole. Du coup, on t'impose plus les choses qu'on ne te demande ton avis ou quoi que ce soit. Donc là, tu leur as quand même ouvert de nouvelles perspectives, tu leur as ouvert une possibilité d'échanger, de partager avec toi, de comprendre un petit peu tes sautes d'humeur après le travail, de même t'expliquer que ben, à ce moment-là, ils ne peuvent pas comprendre pourquoi tu es en colère contre eux parce qu'ils n'ont rien fait. Alors que c'est pas tais-toi, obéis à ce que je dis, fais ce que je te demande, tu n'as pas le droit, ou quoi que ce soit. Donc, c'est beau ce que tu dis parce que du coup, ça prouve que tu as eu le recul suffisant, la présence d'esprit d'inculquer à tes enfants une forme d'ouverture d'esprit, de partage, de les intégrer vraiment dans cette vie de famille, en fait. Chacun a sa place, chacun a un droit de parole, et qui fait que finalement, il y a plus de liberté que ce que toi-même tu as malheureusement connu. Ah oui, mais ma mère supportait pas les fois où elle venait me voir, parce que j'avais pas encore coupé avec elle à l'époque, hein. Quand elle venait me voir, quand elle me rendait visite, qu'elle voyait comment j'étais avec mes enfants, elle disait, mais Nassara, tes enfants, ce ne sont pas tes amis.
dis, ça te regarde pas. Je dis, tu m'as éduqué d'une manière, moi j'éduque mes enfants à ma manière. Je dis, personne ne rentrera dans ma façon d'éduquer mes enfants. Et quand j'observais mes enfants, donc en tant que maman qui les regardait discuter, jouer, ou quand on faisait nos débats après un film, eh bien, je me disais, c'est super intéressant de vous observer. Alors, toujours tu vois, ce truc d'adorer observer l'autre dans ses croyances, dans son mode de pensée, dans son mode de fonctionnement. Je dis, c'est intéressant. Je dis, parce que vous avez la même maman, oh, peut-être pas le même papa, mais ça fait quand même un moment que je m'occupe de vous. Je vous éduque tous les trois de la même manière. Et pourtant, vous avez tous les trois votre mode de fonctionnement, votre état d'esprit, votre identité propre. Je dis, mais c'est super intéressant. Et c'est là aussi que j'ai compris qu'il ne m'appartenait pas. Je dis, il y a quelque chose au-delà de ça. C'est pas possible, c'est pas moi qui ai fait d'eux ce qu'ils sont. Je dis, moi, je suis un tuteur, on va dire, je leur apprenais, ne fais jamais aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse, mais fais aux autres ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi. Et en même temps, je leur apprenais, ne te fais jamais à toi, par contre, ce que tu veux pas que les autres te fassent. Donc, il y avait tout un truc où je dis, mais c'est bizarre parce que je leur apprends les mêmes choses à tous les trois. Et pourtant, ils font différemment, ils pensent différemment, ils croient différemment. Et là, je dis, il y a autre chose, ça va bien plus loin que ça. Et là où j'habitais, donc ce pavillon à rue Buridan, je m'étais pris d'amitié avec un garagiste qui était, à chaque fois que j'ouvrais mes volets, il était en face de chez moi et il me disait, Nacera, tous les matins, j'ai hâte que tu ouvres tes volets parce que tu es mon soleil à moi, j'adore voir ton sourire. Et on s'était pris d'amitié. D'ailleurs, René a quitté ce monde il y a bien longtemps maintenant. C'est dur, jusqu'à maintenant, je pense encore à lui. Et il m'a parlé de la réincarnation. Et c'est là que tu vois que tout doucement, la vie te met des personnes sur ton chemin qui sont les petites graines qui ça germe et tout doucement tu laisses. Qui vont t'apporter une ouverture de conscience. Voilà. Et là, j'ai dit, ce que sont ces enfants-là, c'est pas moi. Moi, j'étais le tuteur. Ça vient d'autre chose, d'ailleurs, d'un autre ailleurs. Oui, mais en fait, on est là juste pour accompagner nos enfants. Oui. Simplement. Mais comme on a grandi dans une culture et dans une religion où, si je ne me trompe pas, toi qui as été beaucoup plus ancré dans la religion que je ne l'ai été, j'avais une personne dans mon entourage qui m'avait dit, mais tu sais, dans la religion musulmane, le paradis est au pied des parents. Donc, du coup, c'était vraiment dans la soumission aux parents. Si tu es soumis à tes parents, et bien en fait, les portes du paradis te sont ouvertes. Donc, nécessairement, de la part de ta mère, de te voir donner une éducation complètement différente, pour elle, ça pouvait être une aberration, parce que c'est pas comme ça qu'elle conçoit l'éducation. L'éducation, c'est j'ai des enfants, ils doivent m'obéir à la lettre. Alors que elle me disait, si tu reviens pas sur le droit chemin, je vais aller en enfer avec toi. Je dis, maman, arrête tes conneries. Je dis, je serai toute seule dans ma tombe. Ne t'inquiète pas, je t'emmène pas avec moi. Elle dit, il faut que j'arrive à te remettre sur le droit chemin. Sinon, à cause de toi, je vais aller en enfer. Et elle en était persuadée. Oui. Si tu dis n'importe quoi, je dis, je vis ma vie, tu vis la tienne. Je dis, moi, personne ne fera revenir dans l'islam. C'est triste et c'est bien que tu le précises, parce qu'en fait, c'est vraiment ça, la croyance qui habite beaucoup d'entre nous. C'est que dès l'instant où les personnes quittent le chemin, ce fameux chemin qu'on est censé suivre, et en fait, c'est comme si on avait manqué à notre mission. Les personnes pensent qu'elles manquent à leur mission et donc, du coup, se condamnent elles-mêmes. Voilà. Et c'est pour ça qu'elles sont hyper intransigeantes, finalement. Pour elles, c'est tu fais ça et pas autre chose. Parce qu'il en va, y compris de ma destinée, en plus de la tienne. Donc, ils se sont tellement responsables de tout. Mais c'est comme ça qu'eux-mêmes ont été éduqués. C'est une peur qui est transmise de génération en génération. C'est quelque chose de transgénérationnel que nous-mêmes, on a en nous, à part que, à un moment donné, comme tu l'as fait, comme je l'ai fait, c'est-à-dire qu'on a décidé de couper ce lien de manière à pouvoir libérer ensuite nos enfants, quoi. Exactement. Et c'est ensuite quand j'ai rencontré, alors là, je suis partie en vacances, c'était la première fois que je partais en vacances. J'ai emmené mes 3 enfants avec moi, on allait en Vendée. C'était ma première fois, j'étais au Sable d'Olonne. Et j'ai adoré la Vendée. Et l'année d'après, je suis repartie en vacances. Alors, je sais plus où c'était, mais c'est là que j'ai rencontré un Antillais, Philippe, d'ailleurs que je vais bientôt revoir parce que là, il a trouvé un appartement à Paris, il va m'inviter. Enfin, il m'a invité, il attendait juste d'être installé. Et on s'est mis ensemble.
Alors, j'avais rencontré, entre-temps, ma fille m'a mise sur Internet, elle m'a mis sur Mythique. J'ai rencontré un Tunisien. Oh, super beau gosse, super drôle, super adorable et tout. Sauf que là, je suis tombée sur, comme quoi, tu vois, quand le destin ne veut plus, c'est comme si Nassarat avait quitté ce chemin-là. Pourquoi tu y reviens? Donc, je me suis mis avec un musulman, mais que là, c'est moi qui l'avais choisi. Oui, j'avais choisi. Et on s'est rencontrés et tout, on a matché très vite et il m'a demandé en mariage coranique, parce que je lui ai dit, moi, je fais rien du tout tant qu'on n'est pas mariés, donc il a accepté. On a fait le mariage coranique et là, c'est lui qui était abîmé. Je suis tombée sur un homme qui avait été battu par sa femme et même qui avait eu 2 tentatives de meurtre par rapport à lui, alors qu'il est adorable, hein, mais il était tombé sur une femme très particulière. Enfin, ça, c'est son histoire. Et du coup, le mariage a duré 3 mois. Encore une fois, les 3 mois. Et là, j'ai dit OK. Et c'est là que j'ai réalisé. Alors, au début, j'ai pleuré. Et après, je me suis dit, mais Nassara, pourquoi tu pleures? Il t'a quitté, ça y est, c'est bon. C'est fait. C'est pas parce que tu pleures qu'il va revenir, hein. Et j'ai réalisé que, mais attends, n'empêche que je me suis mis avec lui parce que c'était un musulman. Oui. C'était Tu encore pour faire t'autorisais le plaisir. droit de te mettre en Maintenant, couple que j'irai si tu là où avais mon Voilà. Et là, j'ai dit, c'est terminé, je ferai plus ça. J'ai dit, maintenant, j'irai là où mon cœur m'emmène. Et donc, je suis partie en vacances, mais c'était en Normandie, je me rappelle juste que c'était ça. Et j'ai rencontré Philippe, un Antillais. Alors, c'est marrant parce que moi, je fais 1m47 et lui, 1m91. Mais ça avait bien matché, ça a duré 3 ans, toujours le 3. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup le 3 d'ailleurs dans mes expériences de vie. Et puis, bah, ça a duré 3 ans, et puis tout doucement, il y a eu des problématiques. Bon, l'argent est rentré en ligne de compte. Il me sollicitait pour l'argent et tout à l'époque, et tout doucement, on va dire, c'est ce que ça a mis le bazar, en plus de son fils qui faisait tout pour casser la relation. Et après, c'est sa voiture qui est tombée en panne. Il pouvait plus venir me voir. Et moi, je dis, c'était pas à moi d'aller tout le temps prendre le train et d'aller le voir à Paris. Donc, on a cassé. Je lui ai dit, je dis, Philippe, c'est terminé, j'en ai ras le bol, on arrête là. C'était OK. Et 6 mois après, c'est là que j'ai rencontré Arnaud, le père de mes 2 filles. Et là, alors là, la famille a encore plus fait la gueule. Mon père qui m'a dit, écoute, Nassera, bah, j'espère au moins que tu vas le ramener dans l'islam. Moi, je dis, bah non, justement, il me plaît parce qu'il n'est pas musulman. Je dis, moi, je suis tombée amoureuse de lui tel qu'il est. Je dis, il est hors de question que je le change, sinon, c'est pas la peine de tomber amoureuse. Dans ce cas-là, tu restes pas avec lui si c'est pour le changer. Et ça lui a fait tout bizarre à mon père. Et là, tout doucement, ma mère a dit, tu me fais honte. Elle est venue me voir sur mon lieu de travail et devant ma patronne et une cliente, elle a dit, tu me donnes envie de vomir. Elle dit, comment tu peux faire ça, te mettre avec un Français? C'est dégoûtant. Et là, je dis, mais c'est pas possible. Je dis, quand j'étais malheureuse avec les hommes que vous m'avez mis dans les pattes, là, j'étais la bonne petite fille, bien docile, bien, c'était parfait. Je dis, maintenant que enfin vous me voyez heureuse et épanouie, je te donne envie de vomir. Je dis, je vais te dire une chose, maman. Je dis, ma porte, elle est grande ouverte, tu viens quand tu veux. Si ça ne te convient pas, au revoir. Et c'est là tout doucement, c'est quand même 10 ans après, hein, ça faisait 10 ans que j'étais avec Arnaud, le temps a passé, j'avais les gamines et tout, que j'ai réalisé que ma mère, c'était tout le temps, elle aussi, une histoire d'argent. Mais tout ça, avec le recul, je me dis, c'est moi qui crée parce que je lui donnais, c'est moi qui ai accepté. Donc, comme j'achetais son amour parce qu'elle m'avait jamais aimé, je faisais des cadeaux, je lui achetais des bijoux, je lui achetais, parce que j'avais des bonnes payes. Alors, moi, je m'achetais des fringues, mais pour ma mère, c'était, vas-y, des fringues, des bijoux, des machins. J'ai acheté son amour et elle donnait les trucs à ma belle-sœur au bled. Et un jour, je dis, ouais, ça y est, j'arrête, c'est pas pour les autres que j'achète. Et à chaque fois, je Est-ce me que dis, tu mais essaies d'acheter son amour ou son approbation? euh, C'est peut-être sa les deux. bénédiction Non, parce que de toute façon, je m'en fichais. La bénédiction, son Ouais. approbation, je m'en fichais. Je te dis, je suis restée 13 ans avec Arnaud. Donc non, non, c'était pas ça, c'était son amour. Son Et amour. c'est après, c'est en 2019 que j'ai compris, quoi que je fasse, de toute façon, je te décevrai toujours. Quoi que je fasse. Donc, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre ma vie en main. Je te rends ta vie, tu fais ce que tu veux avec la tienne, et moi, je reprends la mienne. Et de là, je dis, c'est terminé, je coupe avec toi. Voilà. C'est un choix difficile quand même de décider de couper. Oui, oui, ah oui, j'ai beaucoup pleuré, hein, c'était dur, C'est pas hein. facile.
Voilà. Et entre-temps, j'avais même coupé aussi avec la maman Arnaud, alors que j'adore cette femme, hein. Jusqu'à maintenant, je les adore, hein, la famille et tout. Mais là, c'était entre-temps, comme j'ai failli mourir à mon dernier accouchement, là, la petite avec Arnaud, mes capacités parapsychiques s'étaient développées. Et quand Mhm. j'allais chez la famille, ben, chez ma mère, j'avais pas le droit d'être l'émancipée, celle qui avait quitté la religion et qui était ni une religion comme ci, ni comme ça, parce que j'étais pas athée, mais pour moi, c'était juste, je ne sais pas, c'est comme ça, en vrai, je savais pas ce qu'il y avait. Je savais qu'il y avait autre chose, mais je savais pas quoi. Donc, avec ma mère, j'avais pas le droit d'être Nacera, mais chez ma belle famille, j'avais pas le droit d'être Nacera, cette nouvelle personne qui se découvrait avec des capacités parapsychiques qui tout doucement se développait. Et c'était bon, Nacera, c'est bon, arrêtez avec les morts, revenez avec les vivants. Et quand j'étais chez eux, je devais juste parler politique ou fringues ou machin. Et là, je dis, mais non. Je dis, donc, encore une fois, on n'accepte pas Nacera. Et là, Donc, j'ai à dit, chaque fois, en fait, Martine, on te demandait, en fait, tu te retrouvais dans des situations dans lesquelles on te à demandait chaque à fois, chaque j'avais fois de pas le droit jouer un d'être moi. personnage, en fait. Tu ne Voilà. pouvais pas être toi-même. Et là, j'ai dit, Martine, j'ai envoyé un message, parce que je savais que j'aurais pas pu parler au téléphone. J'ai dit, Martine, c'est aujourd'hui, je suis venue vous voir, c'était la dernière fois qu'on se voyait. Et comme par hasard, c'était même un jour où elle a été terrible avec moi, elle m'a fait pleurer toute la journée chez elle. C'est comme Mhm. si j'acceptais une situation, je pardonnais, j'acceptais une situation, je pardonnais, j'acceptais. Et comme si plus j'acceptais, plus les situations devenaient de plus en plus désagréables. Et là, j'ai dit, Nassera, il est temps que tu coupes parce que là, tu vas te faire bouffer. J'ai l'impression que, attends, je ferme ma fenêtre, il commence à faire chaud. Voilà. Et donc, de là, j'ai dit, il faut que j'arrête. C'était toujours le même état d'esprit de quand j'ai été battue par mon premier mari. Je ne mérite pas ça. Je ne suis pas venue pour ça. Je mérite mieux que ça. Et depuis plusieurs années maintenant, et je continue, hein, je ne mérite pas ça. Je suis tout le temps dans je ne mérite pas ça, je veux mieux que ça. Je ne mérite pas ça, je veux mieux que ça. Et donc, Mais je est-ce que pense que tu dirais que les situations se présentent à toi à chaque fois de manière à ce que tu prennes conscience de décisions que tu dois prendre pour pouvoir rompre le schéma, la répétition de parce qu'à ces chaque schémas? fois, c'est moi je suis dans tellement cette blessure de rejet, cette blessure d'abandon, de là où je l'ai pas dit, c'est quand ma mère, ça toquait à la porte pour demander en mariage. Moi, pourtant, j'étais une fille très sérieuse, très sage et tout. Et à chaque fois que j'étais dehors, les garçons venaient me faire la bise, les copains de mes frères, les copains d'école et tout. Et ma mère a cru que j'étais une fille qui commençait un petit peu à draguer, à faire des choses et tout. Alors que Lyonnais. j'ai toujours été droite. Elle m'a ramenée en Algérie, elle m'a laissée là-bas. Elle est revenue en France avec tous mes frères et sœurs et moi, elle m'a abandonnée en Algérie. C'est une façon pour elle de te faire prendre une leçon. Je crois parce que c'est quand j'avais mes 16, 17 ans. C'est quand D'accord. je venais de. Elle m'a fait sortir de l'école et entre-temps, il y avait eu l'histoire, voilà, avec les abus sexuels, donc l'inceste avec Mhm. mon grand frère, celui qui était juste avant moi. Et comme c'est parti dans les oreilles d'une instance sociale que l'affaire est partie au tribunal, elle m'a détesté d'avoir dit que mon frère venait dans Oui. mon lit les soirs. Et elle m'a dit ça, c'était une histoire de famille, il fallait pas le raconter. Donc, comme elle adore mon grand frère, c'est la prunelle de ses yeux, elle m'en a voulu parce qu'il avait plus le droit d'en venir à la maison. Et elle a dû le marier pour le ramener en Algérie. Et de là, D'accord. elle m'a dit, viens avec nous. Et t'inquiète pas, je te laisserai pas là-bas. Et moi, je dis non, j'ai pas confiance. Et comme ma grand-mère était morte entre-temps, elle m'a juré sur la tombe de ma grand-mère qu'elle ne me laisserait pas en Algérie. Et moi, entre-temps, j'avais fugué parce que j'avais commencé un premier petit boulot dans un magasin au centre-ville. Et les patrons m'adoraient, ils m'appelaient même leur fille adoptive et ils m'ont dit, Nacera, viens vivre avec nous, tu seras notre fille adoptive. Et comme je venais d'arriver à mes 18 ans entre-temps, tu vois, j'avais fait stage en stage en stage. J'avais pas encore Camailleux, ça c'est plus tard quand j'ai divorcé Camailleux. Et bien de là, elle est venue, elle m'a trouvée au boulot. En pleurant, elle m'a dit, Nassara, je te promets, si tu viens en Algérie avec nous pour le mariage de ton frère, je te jure sur la tombe de ma mère, donc de sa maman, que tu reviens avec nous. Et là, j'ai dit, je sais pas, j'ai pas confiance. Et elle s'est mise à pleurer. Elle dit, tu te rends compte que je jure sur la tombe de ma mère qui vient de mourir, Nassera. Et là, je dis, ouais, non, elle ne mentirait pas quand même. Donc, je suis partie avec eux et le mariage s'est passé. Et ensuite, elle a dit, maintenant, elle m'a montré qu'elle avait tous mes papiers,
toute la famille revenait en France et moi, elle me laissait en Algérie. Chez C'est mon horrible frère. comme situation parce qu'à tes 18 ans, tu avais quand même à ce moment-là une opportunité de prendre un autre parcours, Ouais, un autre justement, mais chemin. j'étais partie de la maison. J'étais partie de la maison, mais je venais juste pour le mariage et après, je repartais chez mes patrons. Oui, Et eux, ils m'ont dit, Nacera, nous, on ne le sent pas. Et c'est vrai, à l'époque, je ne savais pas encore écouter mon corps. oui. Mon plexus solaire m'écrasait. Et je ne savais pas que c'était comme si une main me disait, Il recule, y avait recule, va. déjà, c'est ça, il y avait déjà une information en toi qui te disait que c'était pas le chemin à suivre. Et moi, j'ai dit, oh, sur la tombe de ma grand-mère. Non, elle va pas. Et elle l'a fait. Elle m'a ramené là-bas. Et le pire, c'est qu'elle m'a laissé dans la maison qu'on construisait en Algérie, qu'elle a donnée à mon grand frère qui abusait de nous, de ses filles et moi. Et elle lui a laissé la maison pour lui, où elle va racheter plein de meubles et tout. Elle l'a marié à une très belle femme qu'il a pu choisir, magnifique. Et c'est là qu'entre-temps, donc elle se marie avec mon frère. Et moi, il y a eu un flash avec son frère et moi. Donc le frère se marie avec moi et la sœur se marie avec mon frère. D'où le premier mari Abdelaziz. D'accord. C'est comme ça. Et donc, elle m'a laissé là-bas, chez mon frère, celui qui abusait de moi, elle m'a laissé chez lui. Et heureusement que lui, du moment où il est passé au tribunal, il a regretté parce c'est comme s'il avait réalisé que vraiment il avait fait quelque chose de grave. Et de là, il n'a plus jamais été méchant avec moi. Alors qu'avant, il me frappait. C'est le rôle du grand frère qui a 4 ans de plus que toi, que Oui. tout ce qu'il a à toi, c'est à lui. Et tais-toi. Et puis, tu mets des pains pour un oui, pour un non, et qui rentre dans ton lit et qui faisait ce qu'il avait envie. Donc, tout ça, tout était balayé. Il m'a plus jamais refait du mal. Et là, bah, ça a duré 6 mois. Elle est revenue en fin d'année, parce qu'on était parti en juillet, août. Elle est revenue en fin d'année pour le mariage avec Abdelaziz, donc celui voilà, que j'avais matché avec, parce que c'est un vrai coup de foudre. Et là, ben, il y a eu une histoire de sorcellerie. Sa famille, sa grand-mère nous ont fait de la sorcellerie. Et du coup, on n'a pas pu, alors tu connais les mariages maghrébins où le premier soir où la fille doit prouver sa virginité, il y avait une complication, c'était impossible parce qu'on nous avait jeté un sort. Et moi, à l'époque, je connaissais pas tout ça. Et il a fallu que je traverse toute cette expérience pour connaître ces trucs. Et puis, comme elle a vu que on n'arrivait pas à faire l'histoire du drap blanc où il doit y avoir la tache de sang, et bien c'est là qu'elle m'a fait revenir en France. Et quand je suis revenue en France, là, il a réussi à ouvrir la porte, comme on dit si bien, à effleurer. On dit m'effleurer, je crois. Il Voilà. paraîtrait Parce que que, quand on traverse la Méditerranée, en fait, quand on traverse voilà. la mer, Parce que, les effets du sort voilà. disparaissent. Parce que, il paraît que traverser la mer, ça coupe tout. Ça Donc, je coupe. précise, alors j'ai connu les abus sexuels. Et là, la chance où j'ai eu, et je l'ai su après quand j'ai entendu des histoires de filles qui ont été violées, mais vraiment de trucs horribles et tout. Et je lisais des livres comme ça. Je me dis, mais c'est fou. Je dis, dans tout ce que j'ai vécu, moi, j'ai eu de la chance, c'est que mon frère m'a pas effleuré. Parce que c'est comme s'il savait qu'il fallait pas. Donc, juste, il se soulageait, on va Oui, dire, sur c'est moi. des attouchements, ouais. Mais de force, quoi, il me tordait le bras, et quand je lui disais, je vais le dire à maman, il disait, bah vas-y, va le dire à maman. Tu sais très bien que je suis son préféré. Et ben moi, je dirais que c'est toi qui me demandais. Alors, tu sais, quand tu as des phrases comme ça, tu dis rien. Oui, Et ben bah oui, oui, en fait, la menace est telle et en même temps, tu sais très bien que ta parole contre la sienne, voilà. ta parole n'aura pas de poids. Et donc, à chaque fois que j'avais des histoires d'attouchement et de trucs comme ça, pourquoi j'ai eu cette chance? Pourquoi j'ai été épargnée? J'en ai aucune idée. Mais toutes ces histoires d'attouchement, d'abus sexuels, j'ai jamais été, ça n'a jamais été aussi loin. Il y a eu juste, quand j'étais avec ce fameux Abdelaziz, celui donc le frère de la mariée de mon frère, c'est quand je lui ai dit que je voulais divorcer. Alors lui, par contre, il m'a prise de force. Là, par contre, c'était un viol. Et c'est là que je suis tombée enceinte de ma première fille. D'accord. Voilà. Parce que moi, je voulais déjà me séparer de lui parce qu'il buvait, il était alcoolique. Et moi, je ne savais pas, on me l'avait caché, c'est en Algérie. La famille me l'avait caché. Et quand on était en France et que l'alcool, c'était plus facile à trouver, il était tout le temps ivre. Et là, j'ai vu un nouveau visage. Et c'est là qu'il m'a battu, machin, tout ça. J'ai dit non, non. Enfin bon. Alors que les 6 mois en Algérie, c'était bien passé.
Bah oui, parce qu'on était à 700 kilomètres de distance. Donc, mon frère et lui, il était chez sa famille. Ah oui, donc Et à la fin, vous voyez pas régulièrement, en fait. non, C'était il est occasionnel. une ou deux fois, mais comme il y avait sa sœur qui était mariée avec mon frère, il y avait les oncles, tu sais, au bled, il y a la famille et tout. On s'était même jamais embrassé, jamais touché et tout, hein. C'était juste on discutait. C'est vraiment, il m'a connu quand on s'est mariés. Et donc, voilà. C'est vrai que je suis en train de tout découdre là. Puis comme du jour où je suis passée au tribunal pour parler de l'histoire de mon frère, c'est là qu'il y a eu un blackout dans ma tête. Et depuis ce moment-là, j'ai des énormes pertes de mémoire. Et c'est pour ça que des fois, je mélange beaucoup de choses. Tu as Dans du le mal à… livre, on a réussi à restituer avec Virginie Tanguay qui m'a aidée. Mais des fois, tu vois, et même maintenant, tu vois, ça fait à beaucoup de gens, c'est que le temps passe tellement vite que là, on est déjà en 2025 et même on dépasse la moitié de 2025. Et dans ma tête, c'est comme si j'étais encore en 2020 ou en 2021, des fois, et tout se mélange dans ma tête. Donc, les histoires de ce que j'ai vécu avant, c'est vraiment beaucoup de choses sont mélangées. Il faut vraiment que je prenne le temps à plat pour dire, attends, non, dans l'ordre chronologique, ça c'était là, et ça c'était là, et ça, c'est vraiment Non, mais c'est compliqué. C'est compliqué, d'autant plus que tu as vécu énormément d'événements successifs. On a l'impression que ça ne comme fait je pas dis, un dans le livre, je dis pas tout. Là, déjà, je donne l'équivalent d'un doigt par rapport à ce qu'il y a dans le livre. Et dans le livre, je ne dis pas tout. Parce que moi, il n'y a que mon papa qui a quitté ce monde. Je ne peux pas raconter. Je dis encore mes Oui. frères et sœurs et ma mère, hein. Voilà. Et les oncles et les tantes et machin et machin. Voilà. C'est déjà beaucoup ce que tu racontes, hein, ce que tu as raconté Eh aujourd'hui ben, dans ton ouais. livre. C'est vrai que mon père, avant de quitter ce monde, je me rappelle, il était venu me voir, j'avais 35 ans, hein. Donc, tu te dis, 35 ans, j'ai 55, ça remonte à il y a 20 ans. Il est venu me voir, c'était là quand j'étais maman seule avec mes enfants à rue Buridan, et il s'est mis à pleurer, il s'est excusé. Il a dit, je suis désolée, ma fille. Il dit, tu as que 35 ans et tu as déjà vécu comme si tu avais vécu plusieurs vies dans une vie. Et il dit, j'ai pas su te protéger. Et ça, c'était dur pour lui. Oui, Et je parce dis, qu'il était papa, complètement sain par rapport à la situation, quoi. je dis, j'ai vécu ce que j'avais à vivre. Je dis, t'inquiète pas. Je dis, tout ça, ça Mais, y est, c'est passé, c'est fini. mais est-ce qu'il était fier de toi, de là où tu en étais quand il est venu te voir? Alors lui, il avait la fierté plus du côté maghrébin. Tu sais, c'était quand il y avait des invitations, j'invitais la famille. Alors tu sais, quand t'as une grande fratrie, puis que t'as les maris des sœurs qui viennent et puis je sais plus, alors, je sais même plus, mais j'avais des grandes tablées avec beaucoup de monde et il y avait de quoi manger pour du monde et tout était délicieux. Et mon père disait tout le temps, c'est ma fille qui a fait ça, hein. C'est une femme et demie, ma fille. Alors, il disait tout le temps ça, et pour ça, c'est vrai qu'il était fier de moi. Mais, un truc qu'il disait, il l'a dit à mon premier mari, il l'a dit à mon deuxième mari, Attends. Ah, zut. très spécial. Tu peux répéter parce que ça a coupé avec une coupure Donc, de mon fil. papa a dit à mon premier mari, à mon deuxième mari et à Arnaud, faites attention, elle est très bizarre, elle est très spéciale, Nassera. Et avec le recul, moi, je dis, bon, finalement, maintenant, je le prends du bon côté en disant, je comprends pourquoi j'étais pas pareil que mes frères et sœurs. Mais sur le moment, quand tu as ton papa qui. Ma mère, elle me battait, elle me disait, tu devrais même pas exister, pourquoi tu es là, tu me dégoûtes et tout ça. Et mon père, lui, qui était quand même souvent sympa avec moi, c'est quand je suis devenue une jeune femme qu'il a changé avec moi, qu'il a dit, tu peux pas être comme tes frères et sœurs, mais t'as pas vu comment t'es bizarre. Je dis, mon Dieu. Donc voilà, alors c'est pour ça quand tu as des blessures de rejet comme ça, des blessures d'abandon comme ça, c'est là que tu vois que tu portes un masque et tu t'en rends pas compte. Et c'est avec les années qui passent, quand tu vois ton comportement, que tu dis, mais mince, pourtant, moi, si on m'aime pas, on m'aime pas. Mais il y a des fois, tu as des personnes, je dis pas que je faisais des choses pour leur faire plaisir, presque quand même. Moi, j'ai l'impression que des fois, dans des familles, il y a toujours une personne qui est là pour, j'ai envie de dire, rompre Pour voilà, déverrouiller les croyances. pour Ouais. déverrouiller les croyances, pour vraiment casser, en fait, j'ai pas envie de dire la lignée, mais casser les choses qui se reproduisent, quoi. Enfin, casser ouais, la continuité de manière à apporter du renouveau, tu sais, une espèce de bouffée d'oxygène, de nouvelles ouvertures d'esprit, de Bah oui, nouvelles parce que tu dis de moi,
là où j'étais, alors j'étais la deuxième à me mettre avec un Français parce que j'avais mon frère Asdin qui, lui, au baptême de mon premier, donc de Jamel, de mon premier fils, seul fils, de Jamel, il y a une copine à ma sœur qui est venue et je les ai présentées. Et elle s'appelle Audrey, et jusqu'à maintenant, elle est encore dans la famille. Donc tu dis, mon fils, il va avoir 32 ans et ils sont encore ensemble. Et bien, je les ai fait se rencontrer. Et lui, c'était le premier à être athée, à pas vouloir faire le ramadan, ni les prières, tout ça, ça l'a jamais intéressé. Et moi, du moment où je me suis mise, donc la première fille de la femme, parce que chez les Arabes, un garçon qui se met avec une Française, on s'en fiche un petit peu. Voilà. Mais la fille, c'est le déshonneur de la famille. Et bien, du moment où moi, je me suis mise après avec les Français, et ben, dans mes nièces et mes neveux, eux, ils sont avec des Français. Oui, il suffit qu'il y en ait un qui ouvre un petit peu la voie pour qu'ensuite d'autres personnes se disent oui, mais et pourquoi pas moi, quoi, finalement. Voilà. Donc, c'est vrai que tu vois que dans chaque famille, il y a bien, et c'est même après que j'ai découvert le livre de Dolores Cannon, Les 3 vagues de volontaires, où tu devines qu'il y a des volontaires qui viennent sur Terre pour éveiller les consciences. C'est ça. Alors, est-ce qu'on en fait partie? J'en sais rien, mais bon, quand on voit le cursus qu'on a eu, je me dis, ça fait quand même depuis que je suis gamine que je suis bizarre, que je suis pas normale et que je dérange mes frères. Même mes frères et sœurs n'aimaient pas jouer avec moi parce que j'étais la bizarroïde de la famille. Mais ce qui est J'étais dommage, tout le temps toute seule dans ma chambre, tout le temps isolée et tout le temps en méditation. Mais ce qui est dommage, c'est qu'en décidant de choisir une autre voie, en fait, une autre vie, on a souvent l'impression que les gens pensent que finalement, on veut renier des origines, on tourne le dos à, alors que c'est pas du tout. C'est pas renier, c'est chercher sa propre vérité. Ce qui matche plus avec toi, ce qui vibre plus avec toi. Voilà, ça me convenait pas, ça me convenait pas, ça me convenait pas, puis voilà. Voilà, mais il n'y a pas de. J'ai vraiment envie d'apporter ça comme précision. Il n'y a pas une volonté de renier quoi que ce soit, puisqu'on sait très bien si on a décidé cette incarnation-là dans une famille maghrébine avec des origines, on a décidé de passer par ce parcours-là, cette vie-là. Donc on ne peut pas le renier, puisque c'est un choix de vie. Et à titre d'information, c'est depuis que je suis dans ce mode de fonctionnement que j'ai tout quitté, que ma vie est géniale. Tu fais bien de le préciser parce que certaines personnes ne s'autorisent pas à suivre leur voie intérieure parce que je suis persuadée qu'il y en a beaucoup qui ont cette problématique-là, tu vois, cette dualité en elles de se dire j'aimerais couper, non pas les liens, mais j'aimerais prendre la décision, faire le choix de vivre une autre vie, mais s'interdisent de le faire parce qu'ils ont l'impression qu'il va y avoir comme un rejet de la communauté. C'est l'abondance illimitée depuis que j'ai décidé d'être moi, parce que je veux dire, à chaque fois, on a la meilleure version de soi-même. Même demain, je vais être une nouvelle version, mais je serai toujours la meilleure version de moi-même. Et chaque demain, je serai toujours une nouvelle version de moi-même et une meilleure version de moi-même. Mais c'est bien. Oui, vas-y, je te laisse. C'est là que j'ai réalisé que depuis que je décide de me prioriser, de me choisir, la vie me fait que des cadeaux. L'argent court après moi, les rencontres amoureuses, ça venait à moi. C'est vraiment, tout venait à moi, je n'avais rien à faire. J'avais des phrases, peut-être des actions des fois à faire, mais quand même ces actions, elles étaient minimes la plupart du temps. C'est comme si tout me venait tout cuit dans le bec. C'est ça. Mais parce que l'intention de départ, et je pense que c'est important de le préciser, l'intention de départ, ce n'est pas vouloir se rebeller contre, c'est vraiment suivre cette voie intérieure qui est là, qui nous dit il y a autre chose. Il y a autre chose à faire. Ce n'est pas une obligation de suivre, de reproduire des schémas. Il y a vraiment autre chose. Ce n'est pas une volonté de se dire mais moi, je rejette tout ça. C'est pas moi, j'ai pas envie. Il n'y a pas de volonté d'être dans l'opposition en fait. C'est pas non, ça ne m'épanouissait pas. Ça ne m'épanouissait pas, donc j'en veux pas. Je veux pas. Ça ne m'épanouissait pas. Point barre. Et d'accord, parce qu'il y a ceux qui naissent dans cet environnement-là, mais qui sont totalement en accord avec cet environnement-là, parce que c'est un choix d'incarnation. Certains sont d'accord avec ça. D'autres sont nés dans cet environnement-là, mais ont je n'ai pas envie de dire une mission, mais ont
une destinée autre, ils le sentent en eux. Ils sentent qu'il y a une forme de décalage. Ben, Carl Jung le disait bien, il y en a qui disent Carl Jung, je ne sais pas quoi, par respect pour lui, Carl Jung, on va dire ça, disait bien, tant que tu ne rends pas conscient ce que tu vis, tant que tu ne vis pas en conscience, tu appelleras ta vie le destin. Voilà. Mais quand tu prends conscience que, j'ai remarqué que quand j'ai cet état d'esprit, que je me choisis, que je me priorise, ça s'ouvre et ça fait ça. Et j'ai remarqué que quand je continue à subir ça et que j'approuve qu'on me fasse subir ça, ma vie est chaotique, ou ma vie ne m'épanouit pas et je m'éteins. Et c'est comme une fleur, je flétris dans cette vie. Mais il y en a beaucoup qui décident, qui savent au fond d'eux qu'ils ont cet appel en eux, mais ils ne vont pas le faire. Et malheureusement pour eux, ils vont rester dans ce carcan, là, dans cette existence-là. Et ils vont quand même observer le fait que leur vie n'évolue pas, en fait. Elle stagne complètement. Il n'y a pas de grand bonheur, de grande jouissance du quotidien, tu vois. Et pourtant, ils vont se dire, comme dans cette culture, souvent, on se dit, c'est Maktoub. Ils vont mettre ça sur le compte du, c'est Maktoub, c'est la vie, c'est comme ça, je n'ai pas le choix, la vie, c'est la destinée. Comme tu dis si bien, car vous avez bien précisé. Alors qu'en fait, ce n'est pas nécessairement une destinée, c'est un choix de vie. À un moment donné, on a la possibilité de décider soit de reproduire des schémas, soit de vraiment répondre à cet appel intérieur et de suivre ce chemin-là sans avoir peur d'une épée de Damoclès au-dessus de notre tête. La preuve en est. Justement, quand tu as compris que justement ta venue sur Terre, c'est de te rappeler qui tu es réellement, donc cet être divin, et que tu es censé te libérer de toutes les peurs. D'ailleurs, alors déjà, Jésus le disait, parce que j'aime beaucoup aussi, même si pour moi tout est énergie, donc Jésus, c'est une belle énergie qui nous a apporté beaucoup de sagesse. Alors, il dit bien, lui, laissez venir à moi les enfants. Et le royaume des cieux est en vous. Le royaume de Dieu est pour les enfants. Donc là, déjà, tu comprends que tu dois laisser ton enfant intérieur diriger ta vie. Toi, quand tu penses avec ton mental et avec tes peurs, tu te bloques plein de choses. Mais quand tu laisses ton enfant intérieur vivre, mais vraiment, ouais, non, moi je veux ça, je veux pas de ça, je veux ci, je veux ça. Et il y avait autre chose que je voulais dire, je l'ai perdu. Ah, crotte de bique. Ah, j'ai perdu, il y avait un autre exemple. Ces préceptes, en tout cas, qui nous font bien comprendre que on crée déjà ce royaume de Dieu qui est en nous, où tu comprends que tu veux changer ta vie à l'extérieur. À chaque fois, je voulais changer mon ex, je voulais changer ma mère, je voulais changer telle chose. Et à chaque fois, je réalisais mais j'ai remarqué que c'est à chaque fois quand j'apportais du changement moi-même. C'est soi. À mesure qu'on change, nous, l'environnement change. Mais on ne peut pas imposer aux autres ce que l'on veut. On ne peut pas leur demander. C'est vraiment quand j'ai compris que plus j'apprenais à me respecter, à me choisir, à m'aimer, à m'honorer, et plus je faisais ce travail-là, et plus ma vie devenait à l'extérieur, parce que je me respectais, on me respectait. Parce que je me choisissais, on me choisissait. Et donc, par effet, on va dire, magnétique, loi d'attraction, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs noms à ça, parce que j'étais en accord avec ce que je voulais, ce que je pensais, c'est comme ça que ma nouvelle vie se mettait en place à chaque fois. Je rebondis là-dessus parce que j'ai des exemples en tête de personnes qui se mettent en couple justement et qui sont insatisfaits de leur couple, mais parce qu'ils décident justement de se mettre avec une personne de la même communauté, de la même religion, ils s'imposent ça pour être aimés, pas rejetés de leur famille, mais qui ensuite en veulent énormément à leur compagnon de vie et leur imposent une autre façon d'être, veulent leur imposer leur façon de voir les choses, quitte à aller voir marabout, je ne sais quoi, pour essayer de faire en sorte que la personne soit docile, conciliante. Ah oui, ça, je l'ai fait avec le mec là que ma mère m'a obligée à épouser. Je l'ai fait avec l'aide de sa famille, tellement il m'aimait. On a été voir ils disent un Taleb, et on lui a fait un petit truc pour qu'il soit plus calme, parce que c'était quelqu'un qui criait tout le temps en colère. Et du coup, nous, les enfants et moi, on était tout le temps terrorisés, le chakra du cœur qui était complètement… Et c'est pour ça que jusqu'à maintenant, je ne supporte pas d'être avec quelqu'un qui crie. Moi, si j'ai un homme dans ma vie prochainement,
Je veux quelqu'un qui soit, ça va pas, on parle, on s'explique, comme je faisais avec mes enfants. Et celui qui a à s'excuser s'excuse, et celui qui a quelque chose à comprendre parce que l'autre est ton miroir. Donc, s'il s'est passé ça, c'est que tu m'envoies une information sur moi. Mais tout ça, maintenant, c'est toutes ces choses. C'est fou quand je réalise tout ce recul que j'ai. Maintenant, je me dis, je peux même plus détester personne. Ça, je le dis dans mes dernières vidéos. Je ne peux détester personne parce qu'à chaque fois, chaque personne est mon miroir. Et il me fait comprendre que s'il est sur mon chemin ou elle est sur mon chemin, c'est qu'elle m'envoie une information sur moi, une part d'ombre à moi, ou si c'est lumineux, une part de lumière de moi. Et maintenant, je prends toutes mes rencontres comme des cadeaux. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est clair que toutes les rencontres que l'on fait, tous les échanges que l'on fait sont là pour nous faire grandir et nous apprendre sur nous-mêmes, en fait. Donc, et là, je te coupe juste parce que, tu vois, même là, cette vidéo, je suis en train de me dire, on fait cette vidéo, je suis OK, tu m'as invité et je te remercie pour cette invitation d'ailleurs, Fatia. Et je suis en train de réaliser que, en vrai, je crois que c'est même plus une histoire de faire une vidéo pour éveiller les gens. Tu verras le nombre de personnes que ça aidera, tant mieux d'ailleurs si ça aide. Mais je crois que c'est toujours par son propre comportement qu'on va aider l'autre. Tu peux pas être un meilleur cadeau que de montrer qu'en vivant ta vie avec tes connaissances et tes croyances, tu es déjà un exemple. Parce qu'une vidéo, ça va être, t'as vu, ce que tu fais, c'est pas bon, et nous, ce qu'on fait, c'est bon. Et j'ai l'impression d'être non, ça c'est mon point de vue à moi. C'est pour ça que j'ai moins envie de faire des vidéos sur ma chaîne. C'est comme si je devenais, tu vois, moi, ma croyance, et ça c'est l'ego spirituel, et je l'ai eu pendant un moment, hein, où regardez, moi dans ma vie, ça marche parce que je fais ci, je fais ça. Et finalement, je me suis dit, Nacera, le meilleur exemple, ça va être juste d'être toi-même. Tu as juste à être. C'est clair que je te rejoins là-dessus. Le fait est que le meilleur exemple, c'est de faire de sa vie ce que l'on veut, justement, et d'être à travers ce que l'on est dans notre quotidien un exemple. Pas nécessairement faire des vidéos ou quoi que ce soit. Mais le but de cette vidéo-là, c'était pas vraiment de dire on a fait ça, donc on fait que, parce que chacun a sa propre vérité, et c'est pas du tout cet objectif-là. Mais l'objectif, c'est de vraiment montrer que on a chacun un être intérieur qui nous lance en fait des petits signaux d'alerte comme ça et qui nous disent en fait, tu as la possibilité de faire de ta vie ce que tu veux. Je vois ce que tu veux dire, ouais. C'est surtout ça en fait, l'intérêt, le but de cette vidéo, c'est vraiment d'éveiller les gens dans le sens où on a tous la possibilité de faire ce que l'on veut de notre vie. Parce que tu vois, là dans ce que je ressens et de ce que j'ai compris, et on l'avait déjà abordé ça toutes les deux quand on discutait, c'est que à partir du moment où on a nous-mêmes, on va dire, on évolue, à chaque fois on a un nouveau level, un nouveau niveau, une nouvelle étape, c'est que au niveau de ma matrice à moi, ma réalité à moi, j'emmène avec moi dans l'inconscient, on va dire collectif. Les autres me suivent, oui. Voilà, les autres me suivent. Donc c'est pour ça que d'une manière ou d'une autre, que je sois en effet miroir ou en effet direct, en m'observant dans la vie, on va dire. Mais moi, j'ai remarqué que Nacera, à chaque fois, quand elle vit ça, ça se passe bien pour elle, ou ça se tourne comme ça pour elle, ou ça se transforme comme ça pour elle. Ben, je devrais peut-être, moi aussi, me dire pourquoi dans ma vie ça marche pas, peut-être que, et voilà. Et en plus, dans l'inconscient collectif, puisqu'on est tous reliés, on est tous un, on envoie l'information aux autres. Donc, d'une manière ou d'une autre, on est déjà en train d'interagir avec les autres. C'est ça. Mais c'est pour ça que je revenais sur l'histoire d'être en couple avec quelqu'un. Et si on se sent piégé dans notre relation de couple et qu'après, on va essayer de, justement, dans notre culture, faire appel à des personnes pour nous aider à l'aide de magie noire ou quoi que ce soit. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, si nous-mêmes, on se met à changer dans notre vision des choses, l'harmonie commence à se créer à l'intérieur du couple, à l'intérieur de notre cercle familial également, en fait. Et il n'y a pas à forcer les choses, il y a juste à être ce que l'on est censé être et d'être dans l'acceptation de ça. Parce que quand on est en lutte avec soi-même, parce qu'on est en contradiction totale avec ce que l'on est en train de vivre, parce qu'on ne s'autorise pas à l'être, donc on se sent piégé. Certaines personnes se sentent piégées et ne comprennent pas que leur vie n'est pas ce qu'elles désirent. Et donc, en veulent à la planète entière, en veulent à leur conjoint, alors qu'en fait, elles ont décidé elles-mêmes d'être dans cette situation-là.
parce qu'elles n'ont pas décidé de s'écouter. Et ton Mais témoignage, c'est tout ça. Je te dis, c'est crescendo, je suis en train d'apprendre. Là, d'où en ce moment, j'ai déjà fait 2 constellations familiales. Depuis que j'ai compris c'est souvent ma vie, j'avais des fois un comportement vis-à-vis qui naissait de mes blessures émotionnelles. Donc, j'ai fait 2 constellations familiales. D'où, d'ailleurs, je sais pas si on voit dans la vidéo, j'ai des boutons. J'en ai même un qui est arrivé là ce matin, d'hier, je crois. Je suis en train de travailler sur mes blessures émotionnelles en ce moment avec des subliminaux de nuit, avec des exercices de guérison émotionnelle. Et là, mardi prochain encore, j'ai envie de faire, j'ai pris rendez-vous pour faire comment ils appellent ça? Une reprogrammation des mémoires cellulaires. Donc en ce moment, je continue sur ce cheminement pour être de plus en plus libérée des masques que j'ai accumulés avec toutes mes blessures de par les croyances limitantes, les peurs, les croyances des autres, tous ces bagages qu'on porte depuis des années. Là, j'ai décidé je continue mon évolution, je continue ma transformation, je continue de transmuter. J'ai vraiment envie de découvrir qui est Nacera, mais la vraie Nacera. La meilleure version de Nacera. Même si on est tout le temps une meilleure version, mais je sais que chaque jour, je peux être encore une nouvelle version de moi. C'est clair. Justement, je pense que c'est une belle conclusion, c'est-à-dire apprendre à se découvrir chaque jour davantage, lever les barrières inconscientes, conscientes, pour devenir soi-même l'être le plus lumineux qui soit, mais toujours davantage chaque jour qui suit, quoi. Exactement. Et à travers ton témoignage, je trouve, avec ton parcours, qui est plus qu'exceptionnel quand même, je suis très admirative parce que tu n'as pas eu une vie facile, mais tu restes malgré tout toujours très souriante et rayonnante, pleine de vie, pleine d'optimisme. Et c'est beau à voir parce qu'au final, ça prouve bien que quoi que l'on vive finalement, en fait, il y a toujours quelque chose de beau qui peut nous attendre en fait. À mesure que l'on relève les défis, que l'on se relève, à chaque blessure, en fait, il y a des belles choses qui se présentent à nous. Disons qu'on apprend à se relever beaucoup plus vite. Quand on a compris qu'on a créé la situation, on a attiré la situation à soi de par quelque chose qu'on vibre, une fréquence qu'on vibre et qui fait que, mince, c'est venu à moi parce que quand on prend conscience, donc encore une fois, tu vois, t'es là, t'as un espèce de, tu t'extrais de cette incarnation et tu as un focus sur, ah ouais, alors comment j'ai fait ça? Comment j'ai créé? Comment j'ai attiré ça à moi? Eh bien là, tu es plus rapidement dans la résilience. Ça traîne beaucoup moins. Et du coup, tu as moins d'effet de colère. On va dire que la colère, elle vient, elle chauffe. Comme je disais, j'ai été invitée sur une autre chaîne il y a quelque temps. Et elle me dit, comment tu prends la colère? Je dis, ce coup, ça chauffe et j'aime pas. Parce que t'as chaud. Et ah mon Dieu. Et je dis, non, alors, il faut vite que je comprenne pourquoi j'ai créé ça. Pourquoi ça s'est arrivé à moi. Pourquoi c'est venu à moi. Et quand tu mets le focus dessus, ça y est, ça bug. La colère. Non, ça va. Quand tu mets le focus dessus, la colère se dissipe en fait. Elle se dissipe parce que tu comprends que, encore une fois, tu as attiré cette situation parce que tu as eu ce mode de pensée, cette attitude, ce mode de fonctionnement. Et tout doucement, c'est là que il y a moins de colère, moins de ci, moins de ça. Et tu apprends encore plus à sourire à la vie parce que tu réalises qu'à chaque fois, il n'y a pas de victime. C'est tout en toi qui crée. Donc, ça revient à dire, et je pense que ce sera le mot de la fin, d'assumer ses responsabilités parce que nous sommes responsables de la réalité dans laquelle nous sommes. Surtout. Donc, prendre le temps d'observer, de faire un bilan de situation de la vie dans laquelle nous sommes et d'en prendre la pleine responsabilité afin de pouvoir enfin décider de corriger en fait le tir et de faire en sorte que notre réalité corresponde plus à ce que l'on désire fondamentalement en nous. Exactement, je suis d'accord. Je te remercie infiniment, Nacera. Juste, si tu me le permets, parce que tu ne l'avais pas de ton côté, mon livre, pour ceux qui seraient intéressés, on le trouve sur Amazon. Voilà. De la soumission à ma mission. Voilà. Magnifique. Une très bonne suite à tous ceux qui ont regardé la vidéo et à toi, ma douce.